Grand bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau point consacré au décryptage de la note d'information consacrée à, la gestion libre dans EasyVie, notre contrat d'assurance vie avec CNP Assurance et nous sommes aujourd'hui en présence de Nicolas Musberger, pilote des portefeuilles conseillers au sein de EasyVie Gestion Libre et surtout gérant au sein de la Banque Postale Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour Imen. Alors Nicolas, sans plus tarder, on va donc présenter le document qui sert d'office de support, de manière à tout simplement t'amener à décrypter rapidement donc, les éléments. Donc, trois parties pour le coup au menu. Tout d'abord, une partie macroéconomique, voilà, donc où Nicolas, vous nous indiquez justement donc, les éléments phares donc, qui ont amené à leur scénario central pour le coup. Ensuite, effectivement, donc, on va parler des convictions donc, du moment, puis de l'allocation d'actifs. Ce sont donc les trois grandes parties qui vont nous concerner rapidement. Donc, Nicolas, je te laisse dans un premier temps, concernant la toile de fond macroéconomique, nous indiquer ce qui émerge comme message clé pour ce mois-ci. Merci Imen. Effectivement, on va reprendre les derniers messages clés qu'on a retenus dans le dernier comité d'investissement de la Banque Postale Asset Management qu'on a tenu il y a quelques jours. Ces messages clés sont au nombre de 4 ce mois-ci. Le premier touche au sujet de la croissance. Alors du côté de la croissance, on observe et on anticipe un peu moins de risques autour d'une croissance qui serait assez faible. On anticipe plutôt une stagnation plutôt qu'une récession en Europe et une récession très légère aux États-Unis si elle devait arriver. Donc on devrait avoir une politique monétaire également assez, un peu moins agressive qu'en 2022, au cours de l'année 2023, mais qui restera quand même assez présente et qui restera toujours une source de pression, auprès des investisseurs. Et enfin, c'est un moteur assez important, c'est la reprise, cyclique de la Chine. Ça, pour le coup, ça devrait nous aider. Dans ce contexte-là, on voit un deuxième message clé et il est très important et lui aussi, il n'est pas nouveau, c'est, le sujet de l'inflation. L'inflation baisse depuis maintenant quelques semaines. Pour nous, elle devrait continuer de baisser, mais elle devrait rester assez élevée. Pourquoi est-ce qu'elle baisse? Tout simplement parce que j'ai envie de dire que la surinflation qui était occasionnée par, tout ce qui était, forte hausse du cours des matières premières, notamment du segment de l'énergie, au début de l'année dernière avec la Russie, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bah, tout simplement ces prix de l'énergie ont fortement baissé ces derniers temps, notamment les prix du gaz. Donc cette surinflation est en train de baisser, est en train d'être beaucoup moins forte. Donc on a une inflation qui diminue déjà de ce fait-là. Ensuite, parce qu'il y a déjà les banquiers centraux qui sont à l'œuvre depuis maintenant le début de l'année dernière et cette inflation, elle devrait aussi avoir, heu, un pincement au niveau des marges. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement les entreprises continuent d'acheter des matières premières pour fabriquer des biens. Bah, ces matières premières qu'elles achètent, elles sont toujours à des niveaux, un peu élevés et donc ça, c'est quelque chose qui devrait coûter un peu au niveau des achats des entreprises. Ça, c'était notre deuxième message clé. Le troisième message clé, bah, quand on parle d'inflation, on parle très souvent de banque centrale et les banquiers centraux, là aussi, ont été, assez, agressifs au cours de l'année 2022, devraient continuer d'être à la manœuvre en 2023, mais de manière un peu moins forte. On devrait arriver au pic de la hausse des taux aux États-Unis et en Europe, au cours de l'été prochain. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a un peu plus de visibilité aujourd'hui que l'année dernière. L'année dernière, il y avait un peu plus de pression, un peu plus de surprise et donc c'était quelque chose d'un peu plus défavorable et on a une incertitude qui, reste, un petit peu élevé sur le taux terminal, mais beaucoup moins qu'au cours de l'année dernière. Ça, c'était notre troisième message clé. Le quatrième message clé, lui aussi nous occupe depuis un certain temps maintenant, c'est le contexte géopolitique. Et dans ce contexte géopolitique, il faut retenir 2 choses. Bah, 1, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est devenu maintenant un conflit entre la Russie et l'Europe et les États-Unis. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une escalade au cours des prochaines semaines. On lit d'ici de ci de là qu'il y a une offensive russe qui se prépare et ça pourrait être, ça pourrait amener un peu de stress du point de vue du contexte, géopolitique.
Et après toujours, l'éternelle dispute entre les États-Unis et la Chine, qui était très occupée autour du sort de Taïwan. Ce qu'on a vu ces derniers temps, ces derniers jours notamment, bah, c'est cette histoire de ballons chinois qui survolaient les États-Unis, qui n'ont pas aidé et qui là aussi viennent ajouter un peu plus de stress du point de vue, géopolitique. En face de ces 4 messages clés, bah, qu'est-ce que ça entraîne dans nos allocations d'actifs et dans nos choix sur les principales, classes d'actifs? Bah, tout simplement, c'est qu'on va continuer de rester assez prudent sur le marché des actions, notamment les actions développées puisque que ce soit les actions, européennes, les actions japonaises, les actions américaines, on continue d'avoir une approche un peu défensive, une approche prudente. Les seules actions sur lesquelles on trouve un peu de valeur pour le court et le moyen terme, c'est les actions développées, notamment les actions chinoises. J'ai envie de dire, surtout les actions chinoises. Du côté du marché des taux, les taux, devraient continuer de monter encore un petit peu, notamment, les taux longs et les taux courts. Ça devrait mettre un peu de pression naturellement sur le prix des obligations, donc on reste là aussi assez prudent sur, les obligations. Si on regarde du point de vue des obligations d'entreprise, donc le crédit, on est un peu plus neutre, avec beaucoup plus de sélectivité. Sur le crédit, il commence à y avoir des taux, des rendements, assez, attrayants, que ce soit le crédit investment grade, donc des entreprises, plutôt bien notées du point de vue de leur notation crédit, également du point de vue du high yield, donc des entreprises qui sont un peu moins bien notées et qui offrent un rendement un peu meilleur. Donc on trouve des rendements un peu intéressants, mais là aussi, il faut faire preuve de sélectivité. Ensuite, face à ce contexte géopolitique, le dollar, pour nous, on pense qu'il est déjà allé assez loin, qu'il a fini son chemin de hausse. Mais naturellement, en termes de géopolitique, le pire n'est jamais, connu et n'est jamais prévisible. Donc c'est quelque chose qui reste toujours un peu volatile. Voilà les principaux messages clés, de notre dernier comité d'investissement et voilà ce qu'on entrevoit sur les principales, classes d'actifs. Et du coup, en fait, le scénario central établi en début d'année, pour l'instant, reste inchangé, ainsi que les 2 scénarios alternatifs, donc le scénario dit positif et le scénario négatif. Tout ça, Oui. pour l'instant, reste inchangé. Exactement, il reste inchangé, même sur les actions développées sur lesquelles nous avions déjà une approche, assez prudente. J'ai envie de dire que la récente hausse, qu'on a vue au cours des derniers jours, des dernières semaines, nous conforte dans cette approche prudente puisque les marchés actions, un peu contre notre attente ont quand même, assez fortement monté au cours du mois de janvier. Les valorisations sont un peu moins attractives. Et après cette hausse qu'on a vue au cours du mois de janvier, il n'est pas impossible qu'il y ait une respiration plus ou moins forte. Donc là-dessus, on n'a pas changé de braquet. Alors, Sur ce que tu disais sur notre scénario, hein, comme tu le disais, et c'est très important de le rappeler, notre scénario est, si on fait le résumé, est décomposé en 3 parties. Le scénario central, c'est celui que je rappelais. Le scénario central, c'est le plus probable selon nous. Bah, dans ce scénario central, on regarde toujours les deux cas où nous aurions tort. Un scénario qui serait beaucoup plus positif que ce qu'on entrevoit et un autre scénario qui serait beaucoup plus négatif que ce qu'on entrevoit. Bah, tout simplement, dans ces scénarios, alternatifs, commençons par le scénario positif. Bah, qu'est-ce qui viendrait nourrir un scénario positif? Bah, selon nous, c'est des choses qui seraient, tout simplement beaucoup moins négatives. C'est-à-dire une inflation bah, qui finalement sortirait beaucoup moins forte que prévu, qui baisserait beaucoup plus fortement que prévu, ce qui naturellement amènerait à, des banquiers centraux qui seraient beaucoup moins belliqueux, beaucoup moins agressifs et qui seraient, amenés à revoir beaucoup plus rapidement leur politique monétaire. Également, on pourrait avoir de bonnes surprises du point de vue de la géopolitique. Donc ça, c'est ce qui viendrait nourrir notre scénario positif et dans ce scénario positif, naturellement, ce les actifs risqués, seraient assez favorisés, notamment, les actions. Le scénario qui lui est beaucoup moins rose, hein, c'est celui qu'on appelle chez nous le scénario pessimiste. Bah, qu'est-ce qui viendrait nourrir ce scénario? Bah, là aussi, bah, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire. C'est une inflation qui, ne baisserait pas, qui persisterait à un niveau très haut, voire même qui localement pourrait, monter, hein, en fonction de si on regarde l'inflation core ou l'inflation, qui engrange tous les secteurs d'activité et tous les biens. Donc cette inflation qui serait, trop élevée, bah, amènerait les banquiers centraux à continuer, à être, à la manœuvre et revoir, les taux en hausse. Bah, également,
dans un scénario beaucoup moins réjouissant, ce serait un contexte géopolitique qui se dégraderait, que ce soit du point de vue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ou les tensions entre les États-Unis et la Chine. Ça, naturellement, ça amènerait des marchés, notamment le marché des actions, tous les actifs risqués en général, à baisser plus ou moins fortement. Entendu, Nicolas. Du coup, là, donc rapidement, on passe aux variations donc, des portefeuilles conseillés pour le coup pour ce mois-ci. Alors, deux principales variations qui concernent donc les actions japonaises et les actions chinoises, c'est ça? C'est exactement ça, Imen. Rappelons juste que ces portefeuilles EasyV, le portefeuille les plus prudents jusqu'au portefeuille les plus risqués, sont construits selon un même process. Et ce process, là aussi, si on fait un résumé, ce process est nourri de deux choses. Un, nos vues sur les marchés, nos anticipations sur les marchés dont on vient de parler. Et deux, c'est des portefeuilles qui sont construits avec un budget de risque. Effectivement, le profil le plus prudent a le budget de risque le plus réduit, et les profils les plus risqués ont le budget de risque le plus élevé. Donc, en mélangeant nos vues et ce budget de risque, on va construire nos portefeuilles. Et comme tu le disais, les deux changements principaux que nous apportons ce mois-ci, c'est une baisse très légère sur notre allocation des actions japonaises et un renforcement des actions émergentes, notamment des actions chinoises. L'un dans l'autre, notre pondération globale sur le marché des actions ne change pas. Mais on a voulu cet arbitrage géographique, donc on baisse un peu les actions japonaises, on remonte un peu les actions émergentes, notamment à travers la Chine. Sur les autres classes d'actifs, on ne change pas notre vue. On a très peu, voire pas du tout d'exposition sur le marché des taux, sur le marché du crédit. Le reste, essentiellement, c'est une très légère pondération sur les matières premières, notamment les métaux précieux, et le solde est investi sur des fonds monétaires, puisque les parties cash du portefeuille sont assez importantes. Et cette allocation sur des fonds monétaires est étagée en fonction sur deux ou trois produits pour permettre la rémunération de ces liquidités, puisque maintenant les taux monétaires sont positifs, donc les liquidités sont rémunérées, ce qui n'était plus le cas jusqu'à il y a encore peu de temps. C'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Du coup, en terminant peut-être avec la liste des UC, des unités de compte utilisées. Alors, trois caractéristiques majeures autour de cette liste-là. Petit 1, c'est une liste concentrée. Même si aujourd'hui on est sur un peu plus de 100 unités de compte disponibles dans l'univers gestion libre, la plupart du temps, donc même toujours, tu as tendance à utiliser un nombre limité d'unités de compte dans tes portefeuilles conseillés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect durabilité. C'est quelque chose auquel tu t'efforces de faire attention. Là, cet aspect durabilité, il est mis en avant par le biais de la classification SFDR, par le label ISR, donc investissement socialement responsable, et par les Globe Morningstar, donc que l'on indique en légende. Et enfin, la troisième chose, c'est l'insertion pour ce mois-ci d'un nouveau fonds qui est un fonds de JP Morgan US Value. Je te laisse la parole sur ces trois points, Nicolas. Oui, mais tu as parfaitement raison. Et là aussi, si on présente de manière assez synthétique ce que nous faisons pour sélectionner les fonds qui vont rentrer dans ces profils, il faut regarder deux choses. Tout simplement l'aspect financier et l'aspect extra-financier. Sur l'aspect financier, effectivement, on va continuer de garder nos convictions. Déjà, tu l'as dit, c'est des portefeuilles assez concentrés puisqu'on veut faire pouvoir profiter à nos clients de nos meilleures idées en matière de sélection de fonds une fois qu'on a construit l'allocation des portefeuilles. Donc, on va sélectionner vraiment des gestions qui sont plutôt actives, qui prennent le pari de faire de la sélection de titres pour essayer de générer de l'alpha. Là aussi, par exemple, on peut regarder sur les actions de la zone euro deux exemples. Le premier fonds, c'est le fonds Lazare Alpha Euro SRI, qui est géré, comme son nom l'indique, par la société Lazare Frères Gestion. Et le deuxième, qui est le fonds LBPAM ISR Action Euro, qui est géré à la Banque Postale Asset Management. Là aussi, des process différents mais assez complémentaires. Là aussi, de la sélection de titres. Il faut le rappeler, hein, on est dans un cadre d'architecture ouverte, donc on va pouvoir sélectionner des fonds de notre groupe, des fonds La Banque Postale, des fonds de Tocqueville, également aller chercher des expertises ailleurs, et je citais par exemple le fonds Lazare.
Toujours sur l'aspect, financier, tu le rappelais, un arbitrage au sein de notre allocation sur les actions, américaines. On a voulu tout simplement, au sein de nos investissements sur les actions américaines, sur le segment value, c'est-à-dire les actions décotées, se séparer du fonds, Edmond Rothschild US Value et le remplacer par le fonds JP Morgan US Value. Je rappelais également tout à l'heure les principaux arbitrages que nous avons fait d'un point de vue, allocation géographique dans les portefeuilles. En baissant un tout petit peu notre allocation sur les actions japonaises, on l'a fait en vendant une partie de nos positions sur le fonds Comgest Gross Japan, et le produit de cette vente a été placé sur les actions émergentes et notamment les actions, chinoises, en sélection, un fonds, LBPAM. Voilà Entendu. pour les principaux mouvements sur les UC du point de vue financier. Tu le disais et c'est très important pour nous, l'aspect extra-financier là aussi, c'est que, on essaie déjà de construire un univers d'investissement où l'aspect extra-financier va avoir un fort impact. On va regarder tout simplement si le fonds est labellisé ou non, on va regarder sa classification SFDR, on va aller regarder ce que dit Morningstar du point de vue de sa notation extra-financière, et là aussi on essaie de choisir des fonds pour construire au global un portefeuille qui aura une empreinte durable et qui aura une note, ISR assez importante. Entendu. Effectivement, c'est une chose que l'on s'efforce de faire à la fois dans l'univers dans son entièreté, mais également effectivement par ton biais dans les différentes allocations des portefeuilles conseillés. Donc on termine rapidement donc effectivement avec des éléments de performance donc qui justement aujourd'hui sont rendus compte sur un mois glissant donc depuis le début de l'année, et l'idée pour nous c'est d'essayer juste de nous efforcer plutôt de vous les transmettre donc au fil de l'eau tout au long de l'année. Voilà pour les principaux éléments donc, à énoncer pour la note d'information de ce mois-ci. Merci énormément Nicolas pour ton éclairage. Donc nous vous retrouvons comme d'habitude tous les mois pour justement ce nouveau rendez-vous, et n'hésitez pas à nous faire signe justement d'éventuelles remarques ou ajouts que vous souhaiteriez éventuellement voir être énoncés lors de ce rendez-vous que l'on a mis en place avec Nicolas. Encore merci Nicolas. Merci Imen, à bientôt.